Bonsoir à toutes et à tous. Donc, c'est un véritable plaisir d'accueillir une nouvelle fois, pour la 4e fois, Claude Desplan, qui vient de New York et qui donc aujourd'hui va élargir un peu la perspective des questions de spécification et de diversité neuronale en les voyant en lien à la fois avec les fonctions physiologiques, les systèmes sensoriels, le système visuel tout particulièrement, et le voir dans une perspective évolutive qui, comme on le sait tous, est ce qui, in fine, permet de comprendre comment les structures biologiques sont organisées. Voilà, donc merci beaucoup à Claude encore pour ce dernier cours. C'était un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Et donc, à la suite, bien sûr, les questions permettront d'approfondir les questions abordées ce soir. Merci. Merci Thomas. Donc au cours des 3 dernières sessions, j'essaie de vous parler un petit peu de 2 choses. D'une part, comment le système nerveux pouvait se développer, et j'essaie d'argumenter de façon assez forte qu'en fait le système nerveux s'est développé de façon très déterministe, au moins dans des animaux simples comme la drosophile, où en fait des lignées très précises peuvent amener à avoir la formation de neurones dans un ordre bien précis qui certainement sont impliqués dans la formation des circuits neuronaux. Dans les 2 prochains cours que j'ai donnés le 13 mai et le 20 mai, j'ai pris un petit peu le contre-pied de cela en disant qu'en fait, malgré tout, bien que les systèmes soient souvent très déterministes, en fait, il y a aussi pas mal de chances de place qui reste à la stochasticité dans la mesure où, en fait, les systèmes sensoriels, très souvent, font appel à la stochasticité afin d'augmenter le répertoire de gènes qui peuvent exprimer dans les récepteurs sensoriels. On a commencé un petit peu à parler d'abord de la vision, et en particulier la vision chez l'homme, dans lequel notre rétine a acquis une capacité à avoir en trichromatie grâce justement à une expression stochastique des gènes qui codent pour les rhodopsines, et comment on peut analyser ça en utilisant des organoïdes. Et la semaine dernière, je vous ai parlé plutôt du système olfactif, où là, le problème de stochasticité tient en fait au fait qu'il y a un énorme répertoire de gènes qui peut être exprimé, de l'ordre de 1500 à 1700 récepteurs olfactifs, des gènes qui codent pour des récepteurs olfactifs, donc de l'ordre de plusieurs 5, 6, 7% du génome est en fait uniquement lié à la formation des récepteurs olfactifs, et que la seule manière de pouvoir les mettre un dans chacun des récepteurs, c'est de le faire de façon stochastique, de donner une règle générale et de laisser les gènes choisir leur place, et simplement d'avoir une règle d'exclusion, c'est-à-dire que lorsqu'un gène est exprimé, aucun des autres gènes n'est autorisé à s'exprimer. Aujourd'hui, je n'ai pas pu résister en fait à essayer de vous donner un élargissement de ces concepts. C'est en fait comment la nature peut utiliser ces phénomènes déterministes, mais surtout ces phénomènes stochastiques, pour élargir son champ adaptatif, et comment en fait les différents animaux peuvent utiliser ces systèmes stochastiques pour s'adapter au monde extérieur et essayer de voir comment ils peuvent en effet utiliser leur système sensoriel au mieux dans des conditions écologiques qui varient énormément d'un animal à l'autre. Donc, je vais vous montrer quelques jolies photos. Bien sûr, on va avoir affaire à des animaux qui ne sont pas des animaux modèles, des systèmes modèles, donc il est un petit peu plus difficile de les manipuler, mais vous arrivez à voir qu'on va arriver à manipuler un petit peu ces systèmes et à pouvoir analyser un petit peu ce qui se passe. Okay. Donc, c'est l'évolution et l'adaptation des systèmes sensoriels. Donc, on va commencer, puisque c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, c'est en fait le système visuel. Le système visuel, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu. Dès qu'un animal vit dans le monde extérieur, à la lumière du jour, cet animal va arriver à avoir de la vision, et surtout à avoir la vision des couleurs. Et donc ça, c'est bien sûr des fonds sous-marins. Et si vous regardez les poissons ont en effet une rétine qui est extrêmement bien adaptée à cette vision des couleurs, puisqu'en fait, ils sont tétrachromates, c'est-à-dire qu'ils expriment 4 types de pigments qui sont très fortement organisés dans ces sortes de réseaux avec des récepteurs aux UV, au bleu, au vert et au rouge, et donc une très belle détermination déterministe qui permet à ces poissons de bien voir en couleur. Il se trouve que lorsque les poissons sont... Là, vous allez voir une représentation de l'évolution qui est un petit peu caricaturale, mais enfin. Donc, lorsque les poissons sont sortis de l'eau, qui sont devenus des mammifères, les mammifères avaient à vivre avec les dinosaures qui étaient à l'époque occupaient le monde. Et lorsqu'on vit avec les dinosaures, on tente à vivre le soir, rester petit,
Et lorsqu'on vit le soir, en fait, on n'a plus besoin de la vision des couleurs, puisqu'en fait, les cônes ne sont pas sensibles à de très basses luminosités. Et donc, la plupart des animaux qui vivent la nuit sont devenus pratiquement, ne sont pas capables d'avoir la vision des couleurs. Donc, lorsque les poissons sont devenus des mammifères, on a perdu la vision des couleurs. Et par exemple, une souris a des récepteurs, des cônes qui sont sensibles au vert et au bleu, mais en fait, on peut considérer que ces animaux sont absolument incapables de voir quoi que ce soit comme couleur. D'accord ? Donc en fait, ce qui s'est passé chez l'homme, dans la mesure où on était donc, en fait, quand vous allez dans une corrida en Espagne, en fait, le taureau, il ne voit absolument pas la cape rouge, il voit simplement un objet qui bouge en face de ses yeux. Il est absolument incapable de voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la couleur. Il se trouve qu'il y a à peu près 5000 ans, donc vous allez voir une interprétation très caricaturale de l'évolution, il y a à peu près 5000 ans, on a eu besoin d'étendre notre spectre du bleu-vert vers le rouge. Et c'est bien sûr à l'époque où Adam on lui a offert une pomme. Et bien sûr, si la pomme n'avait pas été rouge, on serait encore là-haut et on serait très heureux. D'accord ? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ce n'est pas 5000 ans, mais il y a à peu près 8 millions d'années, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le gène du vert a été dupliqué et est devenu un gène rouge. Donc vous avez deux gènes l'un à côté de l'autre qui sont sensibles, l'un au vert, l'autre au rouge. Et cette configuration a permis à ces animaux, en fait, ce sont les singes du Nouveau Monde, de devenir trichromates. En fait, c'est un rapport avec Adam et Ève, puisqu'en fait, c'est l'époque où les singes sont devenus des hunter-gatherers, donc ils sont allés ramasser des fruits, et c'était important de pouvoir ramasser des fruits qui soient mûrs, d'accord ? Donc, la conséquence de ça, c'est qu'en fait, le choix qui se fait entre le vert et le rouge sont deux gènes qui sont l'un à côté de l'autre. Il y a un seul promoteur. Ce promoteur choisit l'un des gènes ou l'autre des gènes, ce qui amène à une distribution stochastique du rouge et du vert, et qui fait qu'en fait, on est capable, maintenant avec le bleu qui existait déjà, de devenir trichromate, donc d'arriver à avoir une vision en couleur qui soit très pratique. Et en fait, si vous allez dans votre marché et que vous avez une vision normale, vous allez bien avoir arrivé à des fruits qui sont mûrs. Si vous n'avez pas le rouge, ce que tous les autres animaux mammifères ont, vous verrez bien sûr, vous serez incapable de discriminer les animaux, les fruits qui sont mûrs et les fruits qui ne sont pas mûrs. D'accord ? Bon, comme c'est très difficile d'utiliser ça, je vous l'ai déjà dit dans les précédentes cours, en fait, on étudie l'œil de drosophile où, là aussi, on a une distribution stochastique des pigments, des photorécepteurs, l'équivalent des cônes, qui sont à même de voir la couleur. Donc, en fait, dans chacun de ces 800 lieux unitaires, qu'on appelle une omatidie, il y a en fait 8 photorécepteurs, 6 d'entre eux sont impliqués dans la vision en noir et blanc, c'est-à-dire la détection du mouvement ou la détection des formes, alors que 2 autres récepteurs, R7 et R8, qui sont l'un au-dessus de l'autre, sont à même de comparer la lumière qui les traverse, puisqu'en fait, ils sont dans le même champ visuel d'un point dans l'espace. Donc, le réseau lumineux passe d'abord dans la cellule R7, qui est sensible aux UV, et ensuite dans la cellule R8, qui est sensible au bleu, et ça permet de voir une discrimination entre les UV et les bleus, qui donc permet aux animaux de voir dans les couleurs froides. Ceci dit, il y a 2 types de ces yeux unitaires, de ces omatidies, qui existent dans les animaux. L'un qui détermine entre le UV et le bleu, l'autre qui détermine entre le UV et le vert. Et si on fait une coloration pour des anticorps contre le vert ou contre le bleu, on s'aperçoit qu'on a une détermination stochastique, qui est encore mieux représentée sur la prochaine diapositive, où en fait on s'aperçoit qu'on ne peut pas prévoir quel type de photorécepteur, quelle couleur ce type de récepteur va exprimer. Donc vous avez simplement un rapport qui est de 35% pour les bleus, de 65% pour les verts, qui est une distribution stochastique. Et comme on en a parlé un petit peu au préalable, est-ce que d'être une distribution stochastique qui est biaisée est quelque chose qui le met complètement stochastique ou non? De toute manière, ce qui est important, c'est qu'en fait, cette distribution n'est pas prévisible. Et donc, lorsque l'animal va devoir envoyer le signal qui vient de ce récepteur bleu au cerveau, il faudra qu'il soit à même d'instruire le cerveau qu'en fait, le cerveau reçoit une pixel qui vient du bleu et non pas une pixel qui vient du vert. D'accord ? On comprend en fait relativement bien comment cette distribution stochastique, je reviens un petit peu en arrière sur ce dont on a parlé les fois précédentes, mais c'est important pour ce dont je vais vous parler. Donc on sait très bien comment en fait cette distribution stochastique se passe, puisqu'en fait ce qui se passe, c'est que vous avez très tôt au cours du développement
lorsque ces omatidis, ces œufs individuels se forment, vous avez 8 cellules ici. 6 de ces cellules sont les bâtonnets qui sont capables de voir en noir et blanc de pouvoir les mouvements, et les deux cellules sont R7 et R8 qui sont ici, et l'une de ces cellules R7 exprime ce gène spineless, qui est un facteur de transcription, qui est exprimé dans une bonne partie des cellules R7, mais pas dans d'autres, et en fait cette distribution de spineless, ce facteur de transcription, est capable de déterminer complètement le destin de ces cellules. Et je vous ai dit aussi que ce gène est notamment exprimé dans les cellules R7 qui expriment dans la rhodopsine 4, qui est une des récepteurs aux UV, mais que si vous l'enlevez dans l'œil, spécifiquement dans l'œil, et on utilise des techniques assez sophistiquées pour n'enlever ce gène que dans l'œil, puisqu'en fait ce gène, si on l'enlève dans tout le corps, l'animal sera mort, mais on peut l'enlever uniquement dans l'œil avec des techniques de génétique très sophistiquées. Donc vous apercevez que vous perdez complètement l'expression de la rhodopsine dans laquelle le gène spineless est exprimé, et si vous forcez l'expression dans tous les gènes R7, vous avez au contraire le fait que rhodopsine 4 est exprimé dans tous ces gènes-là. D'accord ? Donc on a maintenant compris comment se faisait l'expression de ces gènes. En fait, c'est parce que l'expression stochastique de spineless ici est celle qui détermine ce qui se passe. Donc bien sûr, ce qu'on a fait, c'est uniquement repousser le problème d'un cran en disant c'est spineless qui est exprimé de façon stochastique, mais bien sûr, comment est-ce que spineless est exprimé? Et dans l'un de mes cours que j'ai donné il y a 2 semaines, on a essayé de comprendre comment ça pouvait se passer et comment chaque allèle de spineless pouvait en fait faire cette détermination. Maintenant, l'autre question qui se pose, donc on comprend au niveau mécanisme comment spineless et comment ces expressions de rhodopsine peuvent se faire, mais la question qui reste, c'est pourquoi est-ce que ces animaux ont choisi d'avoir une expression stochastique de leur rhodopsine? Dans le cas de l'olfaction, vous vous rappelez, la raison pour laquelle le système olfactif avait choisi d'être stochastique, c'est parce qu'on a un énorme choix de 1700 gènes. Il est absolument impossible d'imaginer un système qui pourrait dire tu te mets là, tu te mets là, tu te mets là, tu te mets là. Donc, comme je vous le disais au préalable, on laisse chaque récepteur choisir et on établit simplement des règles d'exclusion qui leur permettent d'être les seuls à être exprimés. Ça, c'est bien pour 1700 gènes, mais quand vous avez 2 gènes comme ça, quel est l'intérêt d'être stochastique? Et je dois avouer que je ne sais toujours pas à ce niveau pourquoi la nature a choisi d'être stochastique ici. Mais peut-être que la manière de comprendre le pourquoi, et en fait c'est ce que les gens qui font l'évolution font, c'est de demander pourquoi ça se fait ça, laissons voir dans d'autres espèces si en effet c'est un peu quelque chose de général ou pas. Donc on a pu se dire qu'en fait, regardons ce qui se passe et quelles sont les espèces où l'expression des rhodopsines est aussi stochastique. Donc on peut regarder en se concentrant uniquement chez les diptères, donc chez les mouches, et on s'aperçoit que pratiquement tous les mouches, tous les animaux des diptères, et on verra après plus tard chez les papillons et d'autres espèces, pratiquement toutes les espèces qui ont des choix à faire, qui ont une bonne vision des couleurs, vont le faire de façon stochastique. Donc on peut se dire, peut-être ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est très simple, c'est simplement que les mouches ne sont pas capables de faire un choix déterministe, et donc les pauvres ne sont pas très fortes, ils n'ont pas un très bon génome, peut-être qu'ils ne sont pas capables de faire ça. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'étais prêt à croire ça, jusqu'un jour, quelqu'un qui habite à Chicago m'a envoyé cette photo ici. Il me dit, voilà, je m'appelle Keith Short, je suis un ingénieur de mécanique, je construis la boîte de vitesse du 787, donc il travaille pour eux. Et je m'intéresse beaucoup à faire des photos d'animaux dans mon jardin, et j'ai trouvé cette mouche. Il se trouve qu'en regardant un petit peu sur l'Internet, je me suis aperçu que vous étiez intéressé par la détermination stochastique des yeux d'insectes. Et je voudrais vous demander ce que vous pensez de cet animal-là, puisque cet animal-là est en fait tout sauf stochastique. Donc ce que vous avez ici, c'est uniquement une cornée, mais cette cornée est faite de rangées d'omatidis, donc ces yeux univers, qui sont soit rouges, soit jaunes, soit rouges, soit jaunes. Il y a une petite erreur ici, mais c'est pratiquement parfait. D'accord ? Donc pourquoi cet animal-là, parmi tous les autres, a choisi de ne pas être stochastique, d'être déterministe? Et donc on essaie de comprendre cela, et la question qui se pose d'une manière, c'est comment on peut arriver à changer un système qui, à la base, au niveau fondamental, apparaît être stochastique, comment on peut le changer pour devenir complètement déterministe. Dans certaines de mes lectures, de mes cours précédents, je vous ai dit qu'en fait, l'œil se développait de façon comme une vague de détermination, où en fait, à partir d'un épithélium naïf, les yeux vont se développer par une vague de détermination qui passe de la partie postérieure vers la partie antérieure. Donc, au début, il n'y a que ces photorécepteurs-là, et au cours du développement, ceux-là vont se développer pour arriver jusqu'ici. D'accord ? Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en fait, lorsque cette vague traverse le neuroépithélium qui va donner lieu à l'œil, il alterne. Des fois, il fait des omatidis qui sont verts, des fois, il fait des omatidis qui sont rouges, des fois, des omatidis vertes et rouges, et de temps en temps, il se trompe.
En fait, en cherchant un petit peu dans la nature, on a réussi à trouver un exemple, un échantillon qui permet d'illustrer ça de façon relativement claire. Et ici, donc, vous avez, c'est le même animal. Et cet animal, ce qui se passe, c'est que vous voyez qu'il a une alternance, on ne colore qu'une des deux, il a une alternance régulière entre des homatidies colorées. Et là, ce qui se passe, à un moment donné, donc vous vous rappelez, la détermination se fait de droite à gauche, donc il y a une détermination qui se fait, tout allait bien, et tout d'un coup, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, c'est un moment précis au cours du développement, on s'aperçoit qu'il commence à faire des erreurs. Là, il fait une erreur, cette erreur n'est pas de conséquence, ça se rétablit, une seule erreur est acceptable. Par contre, ici, il fait 3 erreurs, et lorsqu'il fait 3 erreurs, c'est-à-dire qu'il met la mauvaise omatidie au mauvais endroit, ça va complètement changer le pattern d'expression, où en fait tout va se switcher, et donc vous allez avoir maintenant ce patron qui était avant, et là le nouveau patron qui va être complètement changé. Et bien sûr, il y a des problèmes de proximité ici, puisqu'en fait, vous avez 2 patterns qui vont être en conjonction, ce qui suggère simplement, c'est qu'en fait, lorsque le développement procède de droite à gauche, vous avez une alternance entre ces jaune et rouge, jaune et rouge, jaune et rouge, et que lorsque vous avez des problèmes comme ceci, il va y avoir un conflit, et donc ça sert vraiment une idée qu'il y a un produit qui diffuse d'une omatidie à l'autre pour dire je suis rouge, donc tu deviens jaune, je suis jaune, tu deviens rouge, etc. etc. Donc, ça c'est purement descriptif. Donc, on peut savoir comment se fait ce mécanisme. Et donc, vous vous rappelez qu'au niveau de la drosophile, l'expression stochastique des rhodopsines était due en fait à l'expression stochastique de ce gène spineless, ce facteur de transcription spineless. Donc, on se dit peut-être ce qui s'est passé, c'est que chez la sauterelle-mouche, ce gène spineless va être en fait être exprimé de façon différente. Donc, on regarde un petit peu d'abord ce qui se passait au niveau comparé ce qui se passe de l'expression stochastique chez la drosophile et chez cette espèce de mouche qu'on appelle la dodoïde. Et on regarde les mêmes couleurs ici, vert et bleu, et on s'aperçoit que vert et bleu, au lieu d'être exprimés de façon stochastique, sont exprimés de façon tout à fait déterministe. Donc, en fait, ce qui semble se passer, c'est que, en fait, le gène spineless, qui était exprimé de façon stochastique ici, est exprimé de façon déterministe ici, pour des raisons qui sont un petit peu difficiles à comprendre. Je ne comprends pas vraiment pourquoi. Il y a peut-être quelque chose qui peut nous dire une raison pour laquelle ça se passe, c'est qu'en fait, non seulement il y a une alternance de couleurs entre le vert et le bleu, le vert et le bleu, le vert et le bleu, mais si on regarde plus précisément aux photorécepteurs, les photorécepteurs sont en fait des cellules qui sont capables de détecter la lumière en absorbant la lumière par ces molécules de rhodopsine. Or, les molécules de rhodopsine sont des molécules qui traversent la membrane 7 fois, donc ces molécules qui ont besoin d'une membrane pour être exprimées. Or, si on veut avoir une grande sensibilité, il faut avoir beaucoup de ces molécules de rhodopsine, donc il faut avoir beaucoup de membranes. En conséquence, les photorécepteurs, que ce soit les nôtres, photorécepteurs, nos cônes ou nos bâtonnets, ont des membranes extrêmement développées qui sont pratiquement partout des molécules de rhodopsine qui se touchent l'une à l'autre afin d'avoir une absorption maximum. Donc, c'est chez les drosophiles, chez ces mouches, les membranes qui sont complètement amplifiées afin d'obtenir une grande quantité de rhodopsine sont en fait des microvillosités. On s'aperçoit ici que vous avez la cellule ici en microscopie électronique. Vous apercevez que vous avez ces membranes ici qui vont de haut en bas, d'accord, qui vont de haut en bas, et en fait qui sont couvertes de rhodopsine. Ce qui veut dire que les molécules de rhodopsine sont en fait orientées dans le plan de ces microvillosités. Or, dans ça, c'est la cellule R7, et dans la cellule R8, elles sont aussi organisées, mais comme la cellule vient à un corps cellulaire qui vient à 90 degrés, les microvillosités sont organisées à 90 degrés l'un de l'autre. Or, il se trouve que ça, c'est dans un des rangs de rhodopsine, celui qui exprime la rhodopsine verte, et celui qui exprime la rhodopsine bleue. En fait, la même chose se passe, sauf que là, les microvillosités ont 80 degrés d'orientation par rapport à l'autre. Ce qui fait qu'en fait, ici, vous avez 2 types d'orientation qui sont à 80 degrés l'un de l'autre, entre les cellules R7 et les cellules R8. Ici, vous avez 2 types d'organisation où les microvillosités sont parallèles l'une à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire qu'en fait, ce sont 2 filtres polarisants. 2 filtres polarisants qui sont soit orthogonaux l'un à l'autre, soit parallèles l'autre à l'autre. Donc ça, en fait, c'est un filtre, un purement filtre, comme les Ray-Ban qu'on utilise pour se protéger du soleil. Donc c'est un filtre qui va laisser passer que la lumière polarisée qui donne une certaine orientation. L'autre, c'est en fait plus qu'un filtre, c'est quelque chose qui permet de déterminer l'angle de polarisation de la lumière. Pourquoi est-ce que les insectes sont intéressés à déterminer l'angle de polarisation de la lumière? C'est simplement que dans des journées lorsque le soleil n'est pas disponible, la seule manière pour un animal de s'orienter dans l'espace, de savoir où est le sud ou le nord, c'est simplement de savoir
donc soit la position du Soleil, soit le vecteur de polarisation de la lumière qui dépend directement du Soleil. Et même si le Soleil n'est pas visible, l'animal est capable de déterminer le vecteur de polarisation de la lumière. Donc, par exemple, pour les monarques qui voyagent du Canada vers le Mexique sur 2 ou 3 000 km, ils ont besoin de voyager quel que soit le temps, même si le sol est couvert, ils savent toujours où est-ce que le sud, et donc sont capables de voyager par là-bas. Okay. Donc, il y a certainement quelque chose qui a à voir avec la lumière polarisée. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils seraient Ce ne sont pas des animaux qui migrent, donc pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de soit filtrer la lumière, donc que les deux filtres sont parallèles l'un à l'autre? C'est en fait certainement parce qu'ils vivent près de l'eau. Et donc pour un animal, pour un insecte, se poser sur l'eau, ce n'est pas une très bonne idée, puisqu'en fait ils vont se noyer. Donc en fait la lumière qui est polarisée en se réfléchissant sur une surface aqueuse est en fait une lumière polarisée. Donc les animaux sont capables de détecter que la lumière est polarisée, donc ils vont éviter de se poser là. Donc ça c'est un filtre, et pourquoi déterminer l'orientation du vecteur de polarisation? C'est certainement dû à des faits un problème sexuel, où en fait les femelles en général, qui sont très couvertes de ces lumières très iridescentes, qui sont en fait de la lumière polarisée, circulaire, vont en fait être sur le sol, et le mâle va être au-dessus d'eux, voler en dessus d'eux, et va suivre l'orientation des femelles pour faire une danse qui leur permettra éventuellement de séduire la femelle et d'arriver à se croiser avec elle. Donc certainement ça c'est dû à des questions de faire la cour à la femelle, et ça seulement pour éviter de se poser sur l'eau, mais ce sont que des spéculations qui ont besoin d'être démontrées. Ok, donc il semble que dans la nature, il y a une manière de détecter la vision des couleurs, éventuellement la lumière polarisée, qui est en fait d'avoir cette distribution stochastique, avec bien sûr cette exception qui confirme la règle ici. Maintenant, est-ce que l'on peut essayer de voir comment ce système évolue au cours de différentes espèces qui ont des milieux de vie qui sont très différents? Donc je vous donne 3 petits exemples ici. Un exemple qui a à voir avec une manière de permettre aux animaux d'avoir une meilleure vision des couleurs. Et donc ça c'est le cas en fait des papillons. Et je vous dirai un petit peu plus tard ce qui se passe là, d'accord? Donc les papillons en fait ce sont des animaux qui ont besoin de très bien percevoir les couleurs pour différentes raisons. D'une part, ils se nourrissent de fleurs, et ces fleurs sont très spécialisées, et parmi pas mal des papillons sont en fait très spécialisés au niveau de types de fleurs qu'ils peuvent manger, en particulier les papillons qui sont toxiques. Les papillons toxiques doivent se nourrir de fleurs toxiques qui doivent permettre d'absorber des composants toxiques dont ils vont pouvoir eux-mêmes ne pas être sensibles, mais qui vont les rendre pas très bon goût pour leurs prédateurs. Et donc, ils ne seront pas attaqués par les oiseaux, parce que les oiseaux, une fois qu'ils en auront goûté un, ils vont reconnaître la couleur de ces papillons, et dont on ne va plus pouvoir les manger. D'un autre côté, les papillons doivent pouvoir choisir ces couleurs, et donc doivent être capables de reconnaître leurs fleurs préférées. Et d'un autre côté, bien sûr, les papillons vivent souvent ensemble dans de différentes espèces et ils doivent être capables de se reconnaître afin de pouvoir se croiser avec la bonne espèce. Les papillons, en fait, ont une très bonne vision des couleurs. Donc, vous avez ici un exemple où vous avez un disque de couleur jaune qui est en fait couvert de gouttes d'eau sucrée que les papillons aiment. Okay. Ils sont capables d'absorber ça, et le papillon va associer le jaune avec le goût sucré, et si on lui donne le choix, sans bien sûr aucune eau sucrée, entre le jaune, bleu, ou du vert ou du rouge, il va toujours choisir le jaune, et c'est avec un système très robuste. Une seule expérience d'exposition à du jaune va lui permettre de choisir le jaune chaque fois. Et on peut déplacer le filtre pour faire pas mal de contrôles, il va toujours choisir le jaune, où que soit le jaune. D'accord ? Et on peut faire la même chose avec du rouge, avec du vert, avec du bleu, avec tous les contrôles nécessaires. Donc les papillons, en fait, ont une très bonne vision des couleurs, ils sont capables d'utiliser ça de façon très active, pour permettre de reconnaître les fleurs et pour permettre de reconnaître leur espèce. D'accord ? Donc on peut regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'œil du papillon. Et donc en comparaison avec l'œil de drosophile, on s'aperçoit que l'œil de papillon a la même chose, une distribution stochastique de ses photorécepteurs, sauf qu'au lieu d'avoir 2 exemples de photorécepteurs, il y a 3 types de photorécepteurs qui existent. Et là les choses deviennent un petit peu compliquées, puisqu'en fait, vous vous rappelez que chez la drosophile, il y a 2 types de photorécepteurs qui sont en fait des doubles dichromates qui compèrent soit entre UV et vert, soit entre UV et bleu, donc de doubles dichromates. Les papillons sont beaucoup plus compliqués que ça, puisqu'en fait, elles ont 3 types d'omatidies qui ont soit du bleu, soit du vert, soit du rouge,
soit de l'UV, soit une mixture de vert et de rouge, et ça paraît un petit peu très compliqué. Et d'autre part, au lieu d'avoir 8 photorécepteurs comme dans le cas de la drosophile, ils en ont 9. D'accord ? Donc, apparemment, cette structure de l'œil leur permet de voir mieux en couleur, et en fait, ils sont pentachromates, puisqu'ils ont en fait 5 types de rhodopsine qui leur permettent de voir tout ça en couleur. Mais comment est-ce qu'ils utilisent ça, et comment ils arrivent à cette distribution si précise, puisqu'en fait, vous avez ce type 1 où il y a bleu, vert, du vert foncé, ou bien alors à la fois bleu et UV, vert et rouge, ou bien alors uniquement UV, vert clair et une mixture de vert foncé et de rouge. 3 types qui sont bien déterminés, qui sont toujours du même type. Et comment est-ce que ceci arrive? Ça paraît un petit peu compliqué d'analyser ça, d'autant plus que ce sont des systèmes qui ne sont pas des systèmes faciles à manipuler. Mais on peut en fait simplifier le système simplement si on se concentre sur 2 de ces photorécepteurs, et on arrive à la chose suivante. Donc, si on se concentre sur 2 de ces photorécepteurs, on s'aperçoit que les 3 choix sont en fait 3 choix relativement simples. Parce qu'en fait, soit on a un choix de faire bleu-bleu, d'avoir un choix bleu-UV, ou d'avoir un choix UV-UV. Et par la suite, peut-être que ces choix vont être associés aux autres types de rhodopsine qui vont être exprimés dans le reste des photorécepteurs. Bien sûr, cette configuration ici n'est pas trop différente de ce qui se passe chez la drosophile, avec la seule différence, c'est que dans chacune de ces omatidies, ce n'est pas une cellule qui choisit d'être entre UV1 ou UV2, mais c'est une seule cellule qui choisit d'être soit bleue, ou violet, ou UV, avec une deuxième cellule qui choisit d'être soit bleue, soit UV. Donc en fait, il semble qu'une possibilité, c'est que la manière dont les papillons ont évolué pour arriver à avoir une meilleure vision des couleurs, c'est d'avoir 2 types de choix, au lieu d'avoir un seul type de choix de façon stochastique, puisqu'en fait, cette population représente à peu près 25% des omatidies, celle-ci représente 25% des omatidies, celle-ci représente 50% des omatidies. C'est très simple, puisqu'en fait, chaque photorécepteur ici choisit soit d'être bleu ou UV avec un 50%, 50-50. Et donc, vous avez un quart qui sont comme ça, un quart qui sont comme ça, et vous avez soit bleu UV ou UV bleu. Et donc, ça fait 25%, 25% et 50%. Okay. Donc, la question qui se pose, c'est que les papillons et les mouches sont quand même très distantes au point de vue évolutif, de l'ordre de 250 millions à 300 millions d'années. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont pu se passer entre les deux. Est-ce qu'ils dépendent du même système? Donc, d'abord, je voudrais vous illustrer ce qui se passe chez les papillons, voir ce que je dis, en fait, c'est vrai. Vous avez donc différents types de photorécepteurs, soit qui ont UV bleu, UV-UV, bleu UV, et vous avez... ce qui est l'autre? Oui, d'accord, ici. Donc, c'est bleu-bleu, ok. Okay. Donc, vous avez ça, et la proportion, je vous dis, c'est toujours 25, 50, 25, ok. Donc on se dit, on connaît très bien ce qui se passe chez la drosophile. Est-ce que des systèmes similaires existent chez ces papillons pour pouvoir essayer d'expliquer comment ils arrivent à augmenter leur vision des couleurs? Donc vous vous rappelez, chez la drosophile, il y avait un photorécepteur R7, un récepteur R8, et on a fait des marqueurs très spécifiques, ce gène Prospero, ce gène senseless, qui marque les cellules R7 et les cellules R8. Et bien sûr, il y a spineless qui est exprimé de façon stochastique dans les cellules R7. Dans 65%, il est exprimé, dans les 35% qui restent, il n'est pas exprimé. Donc ici, on va essayer de regarder si ces gènes sont conservés chez les papillons et s'ils sont en fait capables de représenter le même type de régulation que l'on trouve chez la drosophile. Donc, bien sûr, maintenant, en 2019, il est facile d'avoir le génome complet de ces papillons. Donc, en fait, on a séquencé le génome de plusieurs papillons et on a sorti les gènes correspondant à Prospero et à senseless et on a fait des anticorps contre ces Prospero et senseless et contre spineless et on s'est dit où est-ce que ces gènes sont exprimés. Et là, les résultats sont devenus assez clairs puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Donc, vous avez ici une rétine de papillon. Et donc, ce que vous apercevez, c'est qu'en fait, la raison pour laquelle il y a 9 photorécepteurs alors qu'il n'y en a que 8 chez la drosophile, c'est qu'en fait, il y a 2 récepteurs de type R7, un là, qui sont marqués ici en vert, et le récepteur R8 qui est ici en dessous. Donc, au lieu d'avoir un R7 et un R8, vous avez 2 R7 et 2 R8, et en fait, c'est un petit peu ce à quoi s'attendait, puisqu'en fait, il semble que maintenant, une explication de l'augmentation de la capacité de ces papillons à voir en couleur est due au fait qu'ils sont capables de faire non pas un choix, mais 2 choix stochastiques où les 2 cellules R7 peuvent devenir soit UV, soit bleu. D'accord ? Mais bien sûr, ce sont uniquement des spéculations. Est-ce qu'on peut montrer si en effet c'est vrai? Donc, si c'était vrai, on pourrait s'imaginer peut-être que le même système qui était utilisé chez la drosophile, le système de spineless, va être conservé à nouveau, 300 millions d'années d'évolution, va être conservé chez les papillons. Donc ici, on va regarder ce qui passe avec spineless. Et donc, chez la drosophile, spineless is on ou off.
Okay, on peut s'imaginer que chez les papillons, vous aurez 3 types de possibilités, puisqu'il y avait 2 choix, soit spineless, spineless, soit spineless off ou bien off, off. D'accord? Donc aussi, on va regarder ça. Et en fait, la réponse à cette question, c'est exactement ce qui se passe. Donc vous avez exactement ça. Donc c'est un anticorps contre spineless. Cet anticorps contre spineless est exprimé soit dans 2 cellules R7, soit dans 1 cellule R7, soit dans 0 cellule R7. Et donc ce qui explique, c'est qu'en fait, le phénoménon que l'on observe avec l'augmentation de la vision de couleur chez les papillons est simplement dû au fait qu'on a fait une duplication d'une cellule R7. Si vous connaissez un petit peu l'évolution, la manière dont souvent les systèmes évoluent, c'est parce qu'on appelle une duplication de gènes. C'est-à-dire que vous avez ce qui s'est passé par exemple chez l'homme, où en fait le gène vert a été dupliqué en un gène rouge. Donc on a une duplication d'un gène, donc 2 gènes identiques, qui permet aux ces 2 gènes de se différencier, ce qu'on appelle néofonctionnalisation. Donc ici, ce n'est pas 2 gènes qui sont dupliqués, c'est en fait 2 cellules qui sont dupliquées, qui sont néofonctionnalisées, puisqu'elles ont acquis la capacité d'exprimer le système spineless de façon indépendante l'une de l'autre. Donc en fait, on a une évolution du système ici, et donc on peut s'apercevoir qu'en effet, c'est spineless exprimé dans les cellules R7, le gène Prospero est exprimé dans les cellules R7, donc vous voyez bien que vous avez spineless on ou off, off ou on. Okay? Donc tout ça c'est bien, mais c'est toujours malgré tout de la corrélation, et donc en fait tout a l'air de marcher relativement bien, mais est-ce qu'il est possible de montrer que c'est en effet ce qui se passe, donc de faire des études fonctionnelles? Mais bien sûr, le papillon, ce n'est pas un animal qui est facile à manipuler, il n'y a pratiquement pas d'outils, quand on a commencé à travailler dessus, il n'y avait même pas de génome, donc on a acquis le génome, on a acquis le transcriptome, et ça c'est des choses qui sont descriptives. Est-ce qu'on peut manipuler le génome? Et bien sûr, ça représente il y a 2-3 ans, il y a un système génial qui est sorti sur le marché, c'est le système de CRISPR-Cas9. Je vous ai entendu parler de CRISPR-Cas9, c'est dans la première page du Monde souvent. Donc c'est un système qui vient des bactéries, qui est le système immunitaire des bactéries, où les bactéries sont capables de se défendre de l'invasion de phages en ayant des enzymes qui sont capables de couper l'ADN des phages sans couper leur propre ADN. Et ils utilisent ce système de façon très simple. C'est simplement qu'ils ont une enzyme qui peut couper l'ADN, mais cette enzyme est amenée à un site très spécifique de l'ADN par un ARN qui est complémentaire à cet ADN. Et donc, si on peut utiliser ce système chez les eucaryotes, on peut en fait arriver à couper l'ADN à n'importe quel endroit d'un génome de façon extrêmement spécifique. Et bien sûr, ce système a été maintenant l'objet d'une dispute entre la côte Est et la côte Ouest des États-Unis, parce qu'en fait, il y a des milliards de dollars qui sont impliqués là-dedans, de savoir qui est-ce qui a découvert ça, qui est-ce qui va avoir la patente, et qui c'est qui. Et ça va sûrement amener à un prix Nobel dans les années ou l'année qui vient. Okay? Donc, en fait, c'est un système qui permet de couper l'ADN à volonté. En particulier, on peut couper n'importe quel gène, donc on peut faire une mutation dans n'importe quel gène, et on peut l'utiliser pratiquement dans n'importe quelle espèce. Donc, j'ai essayé de voir si on peut faire ça chez les papillons. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ramasse des œufs de papillons, d'accord? Donc, c'est ces petites boules vertes qui sont très jolies. Donc, c'est des œufs de papillons. On les injecte avec la protéine Cas9 et avec un ARN qui est complémentaire à la molécule qu'on va utiliser, dans ce cas-là, la molécule de spineless. Mais avant de commencer à faire ça, on s'est dit, on va essayer de voir si le système fonctionne. Donc, on va utiliser un système qui est très facile à détecter. On va donc s'intéresser à la couleur de l'œil des papillons, simplement pour voir si le système fonctionne. Donc les papillons, ce papillon-là qui est papilio, en fait a de très belles couleurs, et la couleur noire qu'il a en dessous est due au fait qu'il exprime un gène qu'on appelle yellow, et il s'appelle yellow parce qu'en fait quand le gène est muté, le papillon devient jaune, puisqu'en fait il n'est pas capable de faire la couleur noire. Donc chez les insectes, on nomme souvent les noms des gènes d'après leur phénotype, leur perte de fonction phénotype. Donc on dit on va injecter ça, donc on injecte la protéine Cas9 et un ARN contre le gène yellow, et on s'aperçoit qu'on a la chose suivante. Vous avez un papillon qui est complètement jaune. Donc ce papillon, l'œuf de ce papillon a été injecté avec l'ARN de yellow et Cas9, et vous apercevez qu'il est complètement jaune. Ça veut dire qu'en fait les 2 allèles de yellow ont été mutés, puisqu'en fait c'est un gène qui est récessif, donc les 2 allèles sont except pour quelques petits domaines où un seul allèle a été muté, et donc ça nous permet de dire qu'en fait le système a l'air de fonctionner bien. En fait, il fonctionne même trop bien. Pourquoi fonctionne-t-il trop bien? Parce qu'en fait, si on fait la même chose avec le gène spineless, comme je vous l'ai dit plus tôt, le gène spineless est un gène qui est un gène essentiel pour différentes cours. Il n'agit pas uniquement au niveau des photorécepteurs, il agit dans beaucoup d'autres organes. Si on fait donc une mutation spineless qui est aussi efficace que ça, l'animal sera mort, ce ne sera pas facile à récupérer.
Donc on a diminué les doses de Cas9, les doses de l'ARN, et on a essayé de refaire ça l'expérience en mélangeant à la fois des ARN pour spineless et pour Yellow, comme un contrôle. On peut voir toute une série, donc c'est le même papillon qui est simplement recevoir des différentes doses de Cas9 et des ARN pour Yellow et pour spineless. Et on peut s'apercevoir qu'il y a toutes sortes de phénotypes qu'on peut voir qui correspondent à la perte de fonction. Et on sait que par exemple, spineless est impliqué dans le développement des antennes. Vous apercevez que quelquefois les antennes sont normales, quelquefois ces antennes ne sont pas normales. Et on peut même voir des analyses clonales. Ça c'est un petit peu pour toi Thomas. Il y a un très beau compartiment ici qui est entre le compartiment antérieur et le compartiment postérieur, qui est le compartiment où DPP est exprimé. C'est ce que Thomas a fait au cours de sa thèse il y a quelques décennies, donc ça devrait t'intéresser. Okay. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et ce qu'on peut voir dans maintenant ce qui se passe, si on arrive à enlever spineless, et à nouveau on ne peut pas l'enlever partout, on ne peut l'enlever que dans un petit domaine afin de ne pas tuer l'animal. Ici, ce que vous avez, c'est que vous avez une rétine où en fait spineless est normal ici, spineless est normal ici, et vous voyez bien qu'il n'y a pas de violet, parce qu'en fait spineless est mutant dans cette région-là. Donc s'il est mutant, l'anticorps ne le reconnaît pas. Et on peut se demander qu'est-ce qui se passe au niveau de la distribution de ces rhodopsines dans ce domaine où spineless n'est pas exprimé. Et en fait, donc, ça, c'est ce que je vous ai montré au préalable. Donc, la distribution stochastique, soit c'est bleu-bleu, soit bleu-UV ou UV-UV. Et si vous avez un domaine qui n'a plus de spineless, vous apercevez que tout le monde devient UV-UV, UV-UV, UV-UV. Ce qui prouve en fait, c'est que en fait, spineless est requis pour l'expression stochastique du bleu, des gènes bleus. Et donc, si vous n'avez plus spineless, tout le monde prend la décision de devenir UV. On n'a plus ni les UV blue, ni les blue blue. Non, okay. Donc ça veut dire qu'en fait un animal qui, au lieu d'avoir cette grande variété de domatidie, va en fait devenir d'un seul type de domatidie et va devenir pratiquement daltonien, sera incapable de voir les visions des couleurs, donc de reconnaître ces animaux. Donc c'est un exemple qui vous montre comment la nature peut utiliser le même système que chez la drosophile et simplement en faisant une duplication de ces cellules, l'utiliser pour pouvoir amplifier sa vision de couleur et donc de pouvoir arriver à voir ce qui se passe et de reconnaître leur partenaire sexuel et les fleurs. D'accord ? Dans un deuxième exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer exactement l'opposé, ou en fait un système où la nature va avoir sacrifié la vision des couleurs pour donner un avantage à un autre système visuel qui va être le système de détection des mouvements. Donc ça a affaire en fait à un autre type de mouche. Donc les mouches dont je vous parlais, c'est celle-ci, celle qui était non stochastique, et les papillons sont dans un autre groupe. Mais revenant chez les diptères, il y a une autre espèce de mouches qui sont en fait les mouches à cheval, qui sont des tabanides. Et ces tabanides sont des animaux qui sont pas très sympathiques, dans la mesure où si vous vous promenez près de chevaux, elles vont se poser sur vous, elles vont vous couper, et elles vont en fait vous faire saigner, et elles vont boire votre sang. Et en fait, c'est uniquement les femelles qui font ça, parce que bien sûr, uniquement les femelles ont besoin du sang pour pouvoir produire des œufs. Phénomène très généraux. Chez les moustiques, bien sûr, c'est uniquement les femelles qui vous piquent. Là, ces tabanides vont vous piquer, vont vous couper pour pouvoir sucer votre sang. Et donc, on peut voir en fait ce qui se passe chez ces femelles. Vous avez ici cet outil qui lui permet de nous couper, de nous faire saigner. Et donc, elles ont injecté un anticoagulant et de permettre de sucer notre sang afin de pouvoir nourrir les œufs. Là, bien sûr, cet animal a un œil magnifique avec ses bandes, ce qui est un petit peu pas tout à fait attendu, dans la mesure, en général, dans la nature, ce ne sont pas les femelles qui sont belles, ce sont les mâles qui sont beaux, parce qu'en fait, les mâles n'ont pas le poids métabolique que les femelles ont pour pouvoir pondre des œufs. Les femelles doivent investir beaucoup d'énergie pour pondre des œufs. Donc, si elles veulent que leurs œufs survivent, elles veulent essayer de se croiser avec des mâles qui sont le plus aussi adaptés que possible. Donc, elles vont choisir les mâles qui sont les plus beaux ou les plus forts ou quoi que ce soit. D'accord ? Donc en fait, cette femelle ici est très belle, ses yeux sont beaux, mais en fait, ce n'est pas pour être beau, c'est uniquement pour être reconnu comme étant une espèce donnée. Et vous allez voir d'autres exemples. Donc en fait, cette femelle dit, voilà, je suis de cette espèce. Maintenant, si tu es un mâle et que tu veux te croiser avec moi, il va falloir que tu montres que tu es capable, que tu as les meilleurs gènes pour pouvoir se croiser avec moi, que mes œufs arrivent à survivre. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, la femelle va être choisie par un mâle. Mais au lieu de se laisser croiser immédiatement, elle va soumettre le mâle à un test qui consiste simplement, je suis sûr que vous avez vu ça, elle va se mettre à voler avec des loopings un peu partout et essayer d'échapper au mâle, d'accord ?
Et seuls les mâles qui sont capables d'attraper la femelle, de la suivre, de l'attraper, vont pouvoir se croiser avec ces femelles et donc vont pouvoir transmettre leur sperme et leur gène. Et bien sûr, les mâles vont pouvoir s'adapter à ce genre de situation et vont devenir avoir un œil qui va être capable d'attraper les femelles, donc d'être à même de suivre les femelles le mieux possible. Et en fait, comme le seul but d'un mâle, c'est de se croiser, de donner son sperme, il n'a plus besoin d'autre chose. La seule chose dont il a besoin, c'est d'avoir un œil qui sert à attraper la femelle. Il va donc développer ce qu'on appelle un love spot. Et vous allez très bien voir ce que c'est qu'un love spot. Un love spot, c'est exactement ça. Vous avez la femelle, et ça, c'est le mâle. Le mâle a comprimé toutes les bandes qui lui permettent d'être reconnu. Et avant tout, ce qu'il a, c'est un énorme œil, ce love spot, dont le seul but dans la vie est de reconnaître la femelle en vol et de pouvoir l'attraper. Vous voyez que les deux yeux sont fusionnés l'un avec l'autre alors qu'ils sont séparés ici, de telle sorte qu'ils ne perdent pas la trace de la femelle lorsqu'elle croise son champ visuel. Il va avoir ces grosses omatidies qui lui permettent d'avoir une grande résolution, et donc va avoir un œil qui va être spécialisé dans la détection des femelles, le seul but dans la vie. Ces femelles vivent pendant 2 ou 3 semaines, elles vont pondre des œufs, les mâles vivent 24 heures, ils se croisent avec les femelles et ils meurent. Ils n'ont pas du tout l'outil pour se nourrir, ils n'ont pas besoin de se nourrir, puisqu'en fait, leur seul but dans la vie, c'est de donner leur sperme. Une caractéristique générale des mâles en général. Okay. Donc ça, c'est une espèce, mais il y a d'autres espèces de la même famille, des tabanides, où celui-là, c'est celui qui est le tapis indien, donc un patron de deuil qui est aussi très intéressant, et qui est de la même manière comprimé chez le mâle, qui a en fait cet œil dramatiquement, de façon phénoménale, augmenté, de telle sorte qu'il puisse en fait pouvoir détecter la femelle. Mais l'exemple peut-être le plus étonnant de ça, c'est ce qu'on appelle les mayflies. Les mayflies, c'est les éphémérides. Donc ce ne sont pas des mouches, en fait, ce ne sont pas des diptères. Et donc chez la femelle, elle ressemble à une mouche, elle a ses yeux qui sont ici, okay, ses 2 yeux qui sont ici, et regardez ce qu'il le mâle, regardez ce qu'il a développé. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un turbid eye, c'est-à-dire que c'est un œil qui est très plat. Donc ça veut dire que toutes les omatidies vont regarder dans la même direction. Donc il a un champ visuel qui est très étroit, mais ce champ visuel est très précis dans la mesure où tous les omatidies voient dans la même direction, donc il a une grande précision de vue. Donc c'est une sorte de télescope qui permet à cet animal qui se tient sur le sol, qui va voir des milliers de femelles qui volent en l'air, il va dire je veux celle-là, il va partir, essayer de la séduire et donc de se croiser avec elle pour donner son sperme. Donc, une évolution extrêmement importante de systèmes visuels qui sont extrêmement spécialisés dans l'augmentation, une amélioration de la vision, du mouvement afin de pouvoir attraper ces femelles. C'est un petit peu difficile de travailler sur ces espèces, d'autant plus que, comme je vous le disais, les mâles vivent très très peu de temps, donc on a beaucoup de mal à les attraper dehors. Et donc on s'est intéressé à la place à la mouche de la maison, Musca domesticus, la mouche la plus ordinaire. Et je suis sûr que vous avez vu chez vous que les mouches se poursuivent l'un l'autre. C'est toujours le mâle qui est derrière, et le mâle est toujours essayé d'attraper la femelle de dessous et de derrière. Donc en fait, c'est la partie de l'œil, la partie antéro-dorsale qui voit la femelle, cette partie qui va être transformée en un système qui lui permet de voir la vision du mouvement de façon plus précise. Ces muscas qu'on trouve à la maison, en fait, elles ne sont pas très fortement spécialisées à l'extérieur, on ne voit pas beaucoup de différence, sauf que les 2 yeux par rapport aux femelles sont toujours fusionnés l'un avec l'autre afin de pouvoir continuellement suivre la femelle. Mais il y a quelque chose de très fondamental qui se passe au niveau de la distribution des photorécepteurs, c'est que vous vous rappelez, chez la drosophile, vous avez donc les 6 photorécepteurs qui sont impliqués dans la vision du mouvement, et vous avez ici ces 6 photorécepteurs qui sont ici, d'accord ? Et les cellules R7 et R8, normalement, sont au milieu, comme ici, okay, et elles permettent de voir un petit peu, de comparer la lumière qui vient entre les cellules R7 et les cellules R8. Or, chez ces mouches, ce qui s'est passé, en fait, c'est que la cellule R7 a été transformée en une cellule qui va être à même de voir la vision du mouvement. Donc en fait, elle a bougé la périphérie, ce que vous avez ici, d'accord, par rapport à R8 qui reste au milieu, et elle a transformé sa rhodopsine, au lieu d'exprimer une rhodopsine qui soit très spécialisée, qui ne voit que les UV, en fait elle exprime une rhodopsine qui a beaucoup plus grand spectre de détection, afin de pouvoir voir la femelle au mieux possible, comme tous les autres. Donc l'avantage n'est pas énorme, puisqu'en fait ces mouches sont capables de voir, ces mâles sont capables de voir la femelle avec 7 photorécepteurs au lieu de 6. Ceci, en termes d'évolution, notamment au niveau d'évolution sexuelle, n'importe quel avantage est bon à prendre, dans la mesure où ça permet à ces animaux d'avoir un avantage par rapport à leurs compères, et donc de pouvoir transmettre leur sperme, et donc de pouvoir évoluer plus rapidement.
Donc on se dit comment cela se fait, comment est-ce qu'on peut transformer ce photorécepteur R7, qui, vous vous rappelez, chez les papillons avait été dupliqué pour en faire 2, ici on n'a plus, on a 0, peut se transformer en une cellule qui lui permet de voir la vision du mouvement. En fait, vous voyez ce qui se passe au niveau des colorations. Si on regarde les 2 rhodopsines dont je vous parlais au préalable, on s'aperçoit qu'il y a un grand trou ici. Ce grand trou, c'est là où se trouvent les photorécepteurs qui ont transformé leur rhodopsine en une rhodopsine qui ne voit que qui a un grand spectre de détection, donc qui va être spécialisé dans la détection du mouvement. Donc ça ne se passe bien sûr que chez les mâles, puisque les femelles n'ont pas besoin de ça. Donc comment se fait-il d'une part que ça ne se passe que chez les mâles? Chez les insectes, le sexe est comme chez nous déterminé par le nombre de chromosomes X. Donc s'il y a 2 chromosomes X, ça devient une femelle. S'il n'y a qu'un seul chromosome X, ça devient un mâle. Et en fait, il y a une lecture du rapport entre les 2 chromosomes X, entre le chromosome X et les autosomes. Et si ce rapport est de 1 par rapport entre les chromosomes X et les chromosomes autosomes, on s'aperçoit qu'on a l'expression d'un gène qu'on appelle sexe lissal. Et on va avoir un gène qu'on appelle double sex, qui va être une forme féminine, qui va permettre de donner la forme du corps qui correspond à une forme féminine. Chez les mâles, le rapport de X, et donc il n'y a qu'un seul chromosome X, va amener à la non-expression de sexe lissal et l'expression d'une forme mâle de ce double sex, qui va donc donner la forme mâle au soma. Donc l'animal va ressembler à un mâle. Et il y a un autre gène qui est exprimé qu'on appelle fruitless, qui va aussi avoir une forme mâle, qui n'est pas exprimée chez la femelle, et fruitless ne va pas donner la forme de l'animal, il va donner le comportement de l'animal. Il va uniquement être exprimé dans les neurones du cerveau, les neurones qui sont mâles spécifiques, qui vont permettre au mâle de pouvoir avoir ce comportement très spécifique, chez la drosophile de faire le chant avec la vibration de l'aile, de tous les paramètres très spécifiques que l'on peut trouver chez le mâle. Et donc, dans notre cas, on se dit, en fait, ce qui doit se passer, c'est que, puisque c'est une transformation physique du corps de l'animal, on devrait s'attendre à ce que la forme double sex mâle soit exprimée là-dedans. En fait, si on prend dans n'importe quelle des espèces, si on exprime la forme double sex femelle chez un mâle, il a la forme d'un mâle, et si on prend double sex femelle chez un mâle, il devient femelle, sa forme est femelle, et vice-versa. Si on change celui-là, on exprime double sex mâle chez une femelle, elle a une forme de mâle, et on peut faire la même chose avec le comportement. Si on met la forme fruitless mâle chez une femelle, elle va se comporter comme un mâle. Donc on se dit, où est-ce que fruitless est exprimé? Et en fait, si vous avez une femelle ici, vous avez un mâle, que à l'endroit où il y a ce love spot, où les photorécepteurs ont été transformés, le gène double sex est exprimé très spécifiquement là. Donc en fait, cet animal sait qu'il est un mâle. Le reste des photorécepteurs, ils n'ont pas besoin de savoir si c'est un mâle ou femelle, puisqu'ils sont partout pareils, mais cette région-là a besoin de savoir qu'elle est mâle, donc elle va être distincte de la femelle, et donc de pouvoir être exprimé ce gène double sex. Donc en fait, la manière dont ces photorécepteurs sont transformés, c'est simplement du fait qu'ils expriment ce gène double sex qui va leur permettre d'acquérir des fonctions spécifiques, qui sont des fonctions spécifiques au mâle, et ça peut être comme toute autre structure qui est spécifique au mâle. Maintenant, ça, c'est une représentation du système visuel de la drosophile. Donc, vous avez l'œil ici, et l'œil va avoir des photorécepteurs qui sont en vert, qui vont projeter à l'intérieur du cerveau à une structure qu'on appelle la lamina. Lamina, c'est la structure qui permet à l'animal de voir le mouvement. Donc, c'est spécialisé dans le mouvement. Et les cellules R7 et R8, dont je vous parlais, qui sont impliquées dans la vision des couleurs, vont traverser cette structure-là et vont se projeter vers la médulla, où la vision des couleurs va être interprétée. Donc, ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, on a transformé les cellules R7 en une cellule qui est au centre, à la périphérie de l'omatidie et qui exprime une rhodopsine qui est spécifique de la vision du mouvement. Mais ce qu'il faudrait faire, si on voulait que ce soit très utile, c'est qu'elle ne se projette pas au niveau de la médulla qui est impliquée dans la vision des couleurs, mais qu'elle se projette avec les autres photorécepteurs qui sont impliqués dans la vision du mouvement. Donc on s'attend en fait, c'est que ce photorécepteur change ses projections et en fait devienne un autre photorécepteur qui va se projeter au niveau de la cellule lamina. Et en fait, c'est exactement ce que l'on voit. On s'aperçoit qu'en fait, ces photorécepteurs R7 vont se projeter au niveau de la lamina, de telle sorte qu'en fait, maintenant, il y a 7 photorécepteurs au lieu de 6 qui sont impliqués dans la vision du mouvement. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de la projection, donc c'est la médulla, là où il y a la projection de cellules R7 et R8. Chez les femelles, vous voyez que R8 et R7 sont projetés ici. Et chez les mâles, dans la partie dorsale, ces cellules ne projettent plus dans la région dorsale, alors qu'ils continuent à projeter dans la région dorsale, puisqu'en fait, ils sont arrêtés dans la région précédente au niveau de
la lamina qui est impliquée dans la vision du mouvement. Donc, il y a un deuxième exemple ici où on voit comment la nature peut s'adapter et changer légèrement son système afin de pouvoir se spécialiser à la fonction particulière de ces animaux, dans ce cas-là, de pouvoir chasser la femelle. Je peux vous donner quelques petits autres exemples. C'est donc toujours dans la même famille de tabanides. Vous avez ici ce qu'on appelle les texans. Donc vous voyez peut-être la forme du Texas ici, oui. Ça, c'est une autre qui a de très jolis yeux, d'accord. Et ça, c'est peut-être la plus... donc celle-là, elle n'est pas très jolie. En fait, c'est ce qu'on appelle un killer fly. Ce sont des mouches qui, en fait, sont sur le sol comme ça, et dès qu'elles voient un objet qui passe, elles vont arriver, elles vont partir à sa recherche, et au lieu d'aller comme ça, en fait, elles vont prédire sa course, et donc vont arriver et si c'est un insecte, elles vont l'attraper, et vont pouvoir le tuer et le manger. D'accord ? Ce sont des mouches carnivores qui sont vraiment très efficaces, un peu comme les libellules. Okay ? Donc, dans ce cas-là, le mâle dit, voilà, je voudrais bien me croiser avec vous, madame. Et il est à côté d'elle, elle dit, d'accord, mais moi je ne veux pas, non, désolé. Alors le mâle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décoller, et il va traverser le champ visuel de la femelle, et la femelle voit un point qui est dans l'espace, elle ne sait pas ce que c'est, elle va le tuer. D'accord ? Donc en fait, le mâle va se sacrifier pour pouvoir attirer l'attention de la femelle. Seuls les mâles qui sont capables d'échapper aux femelles qui vont les tuer sont capables de se croiser avec les femelles. Donc c'est un petit peu sélection très difficile, mais bon, ça marche à ce problème. Donc bon, il y a les mantes religieuses qui mangent la tête du mâle après avoir s'être croisé avec elle. Dans ce cas-là, c'est uniquement si elles arrivent à survivre qu'elles vont pouvoir se croiser. L'histoire ne dit pas si en fait ils vont se faire manger malgré tout à la fin, une fois qu'elles seront croisées. Okay. Et puis il y a bien sûr des patterns de dieux qui sont très artistiques. Ça, c'est de Nicolas Gampel et de Benjamin Prudhomme qui sont à Marseille et en Allemagne, qui ont ces colorations absolument fantastiques dans l'œil de mâle et de femelle. Et comment la nature arrive à peindre de façon si reproductible ces patrons si sophistiqués reste quelque chose qu'on aimerait bien comprendre et qui est d'un certain intérêt. Donc je vais donner deux exemples où en fait le système visuel a évolué de façon très caractéristique afin de permettre une adaptation au mode de vie de ces animaux. Dans le troisième exemple que je vais vous donner, on va s'apercevoir qu'en fait il y a d'autres animaux qui n'ont pas besoin beaucoup de leur système visuel, mais qui dépendent avant tout d'un système olfactif, et en particulier du système des phéromones. Et bien sûr, on va parler ici des fourmis, puisque les fourmis, comme vous le savez, sont des animaux sociaux qui, en fait, dépendent essentiellement de leur contrôle de phéromones. La fourmi de laquelle je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle Harpegnathos saltator. C'est en fait une fourmi sauteuse d'Inde du Sud qui vit dans des relativement petites colonies et qui va sauter pour attraper ses proies. D'accord ? Donc, la vie d'une fourmi, c'est avant tout dans la termitière et dans la fourmilière. Et dans la fourmilière, bien sûr, ce qu'on voit, c'est pas grand-chose. D'accord ? Donc, en conséquence de ça, les yeux de fourmis sont relativement petits par rapport aux énormes yeux des drosophiles qui sont très visuels. Mais les antennes sont extrêmement développées puisque les antennes sont en fait le nez des insectes. Vous avez des toutes petites antennes qui permettent à ces mouches de détecter les odeurs. Elles sont quand même malgré tout capables de sentir les odeurs, mais les antennes sont très très fortement développées chez ces insectes. Et je ne sais pas si vous vous rappelez ces dessins de Gary Larson, qui a un petit peu disparu. C'est un scientifique qui faisait des très beaux dessins, très humoristes sur différents sujets scientifiques, et c'est toujours très bien observé, d'accord ? Donc c'est l'utilisation de phéromones qui est extrêmement important chez les insectes, d'accord ? Donc en fait, si vous faites regardez de très près à une antenne, ces énormes antennes qui sont extrêmement longues, elles sont couvertes de ces poils, de ces là, et ces poils contiennent toutes sortes de récepteurs olfactifs qui permettent donc à ces animaux de pouvoir détecter toutes sortes de phéromones, de communiquer entre elles pour pouvoir arriver à voir la vie sociale de ces colonies. Donc en fait, si on regarde un petit peu au répertoire de récepteurs olfactifs qu'on a chez ces insectes, et je vous ai un petit peu parlé de ça la semaine dernière, chez les mouches, vous avez à peu près 60 récepteurs olfactifs. Il y a d'autres récepteurs olfactifs d'autres espèces qu'on va ignorer. Chez les abeilles, il y en a un petit peu plus, même si les abeilles sont des animaux très sociaux aussi. Et chez les fourmis, ça va jusqu'à 500. Donc il y a 500 gènes dans le génome de la fourmi qui sont capables de coder pour des récepteurs olfactifs, donc d'augmenter le répertoire olfactif de façon tout à fait dramatique. Et pour comparaison, je vous rappelle que chez l'homme, en fait, elles ont plus de récepteurs olfactifs que nous en avons, mais moins malgré tout que la souris ou les chiens de Kennedy qui vont sentir vos bagages quand vous arrivez aux États-Unis. D'accord ?
Donc un grand nombre de récepteurs olfactifs, et là les choses commencent à devenir un petit peu plus intéressantes. En fait, tout ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est qu'en fait, chez la souris, qu'on a utilisé en détail, ces récepteurs olfactifs, ces 1400 récepteurs olfactifs, sont exprimés de façon stochastique, de telle sorte qu'en fait, un récepteur se exprimé dans un seul récepteur, une cellule réceptrice, et donc de façon très précise. Or, chez la mouche, je vous ai aussi dit que la même chose se passe, mais comme il n'y a que 60 récepteurs, en fait, les récepteurs sont exprimés de façon beaucoup plus déterministe, c'est-à-dire que chaque cellule sait quel récepteur exprimer, et elle va faire ça de façon déterministe. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, si vous avez 1400 récepteurs, on ne peut pas le faire de façon déterministe. Si vous en avez 60, on peut arriver à le faire. La question que se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si on en a 500 ? Et 500, c'est beaucoup plus proche de 1400 ou de 400 chez l'homme que de 60. Donc, il est possible d'imaginer qu'en fait, la fourmi, même si elle est beaucoup plus proche au point de vue évolutif des mouches que des humains, va peut-être utiliser un système un peu comparable. Donc, comment on peut investiguer ça ? Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut essayer de comprendre comment ces 60 récepteurs olfactifs qu'on trouve chez la mouche vont être amplifiés pour devenir 500 récepteurs chez la fourmi. D'accord ? En fait, on regarde l'arbre généalogique de tous les récepteurs olfactifs des insectes et on s'aperçoit qu'il y a une seule branche qui est extrêmement amplifiée ici. Cette branche qu'on appelle 9 exon, ce n'est pas très important de savoir, c'est une branche qui n'existe même pas chez la drosophile et qui a évolué de façon extrêmement importante, et à peu près 2/3 des récepteurs olfactifs de la fourmi proviennent des amplifications de cette branche. D'autres branches sont aussi amplifiées de façon indépendante. Donc, certainement, ce sont des récepteurs qui sont plus à même de détecter les phéromones. Les phéromones, je dois vous le rappeler, sont en fait souvent des produits qui sont sécrétés par la cuticule de ces animaux, et en fait, ce qu'on appelle des CHC, donc des longues chaînes de carbone, soit avec un ou deux double bond. Okay. Donc, l'autre chose que je dois vous dire, c'est qu'en fait, de façon un petit peu surprenante au point de vue évolutif, vous le savez peut-être, mais les récepteurs olfactifs humains ou de souris ou de chiens sont en fait des protéines qui sont liées à des G-protéines, ça s'appelle des GPCR, qui ont 7 domaines qui traversent la membrane. Les récepteurs olfactifs des insectes ont aussi 7 domaines qui traversent la membrane, mais d'abord ils ont une configuration opposée, c'est-à-dire qu'ils ont la partie N-terminale de l'autre côté que les récepteurs vertébrés, mais surtout ce ne sont absolument pas des protéines qui sont couplées à des G-proteins, ce sont en fait des canaux cations, et en fait ce sont des tétramères qui sont en fait de 4 sous-unités, 2 sous-unités qui sont spécialisées dans la détection d'une odeur, donc vous en avez chez la mouche, vous en avez 60, chez les fourmis, vous en avez 500, qui sont capables de reconnaître 500 différentes odeurs ou 60 différentes odeurs, mais toutes ont besoin d'un corécepteur qui s'appelle ORCO, pour Olfactory Receptor Co-Receptor, donc sont tous des tétramères avec 2 unités spécialisées et 2 unités générales, d'accord ? Donc un autre récepteur qui va avoir détecté l'odeur Y va toujours avoir aussi cet système ORCO. Donc si on veut essayer de manipuler le système olfactif de la mouche ou de la fourmi, ce qu'on peut faire, c'est simplement utiliser un système très simple, c'est de faire une mutation dans ORCO, et si on fait une mutation ORCO, donc qui est un récepteur général dans tous les récepteurs, si on fait une mutation là, on va pouvoir rendre ces animaux anosmiques, incapables de sentir quoi que ce soit comme odeur, en particulier incapables de sentir les phéromones. Alors, tout ça c'est très bien, mais faire de la génétique sur un animal qui est social, ce n'est pas très facile, puisque comme vous le savez, les fourmis sont des animaux sociaux où simplement seule la reine est à même de pondre des œufs. Donc la manière dont les choses fonctionnent, c'est la chose suivante. La colonie fonctionne et elle produit des travailleuses. Les travailleuses sont tous des femelles, mais ce sont des femelles qui ne sont pas capables de pondre des œufs ou qui n'ont pas le droit de pondre des œufs en général. Et en saison, à peu près maintenant dans l'année, la colonie, la reine, va produire des œufs qui sont exactement identiques aux œufs qui vont donner des travailleuses, mais ces œufs vont être nourris pendant leur vie larvaire de substances différentes, par exemple la gelée royale, qui vont faire que ces animaux, ces larves, vont se développer en reines. Et les reines vont être différentes des travailleuses, dans le sens, d'abord, elles sont beaucoup plus grosses, elles vont avoir un ovaire, elles auront des ailes. Au même moment, la reine va aussi pondre des œufs qui ne vont pas être fécondés, donc elle va s'arranger pour que l'œuf ne passe pas dans la spermathèque, va poser des œufs non fécondés. Ces œufs non fécondés vont produire des animaux qui sont haploïdes, qui sont simplement des mâles.
Là aussi, les mâles sont simplement des machines à produire de sperme. Elles n'ont pas besoin d'être très compliquées, elles ne vont pas vivre très longtemps. Et donc, ce sera des mâles qui vont avoir des ailes. Et un jour dans la saison, souvent dans la plupart des espèces au mois de juin, la colonie va libérer ses mâles. Quelques heures après, elle va libérer ses femelles. Et toutes les colonies autour vont faire la même chose. Et ça va être une grosse orgie pendant la nuit. Toutes ces mâles vont se croiser avec ces femelles. Et chaque femelle va, en général, se croiser avec à peu près 50 mâles, va se remplir de sperme. Et au bout de la nuit, elle va tomber au sol. Et elle va couper ses ailes. Et pendant 3 mois, elle ne va pas manger. Elle va simplement pondre des œufs. Ces œufs vont devenir des larves. Ces larves vont être nourries par ses propres œufs. Elle va pondre des œufs trophiques qui vont permettre de nourrir les œufs. Elle va éventuellement manger ses ailes pour pouvoir avoir un peu de nourriture. Et au bout de 3 mois, ces larves vont éclore comme adultes et la colonie va débuter. Et à ce moment, la reine va pouvoir se nourrir et va continuer à pondre des œufs. Donc bien sûr, ce n'est pas quelque chose de génétiquement très facile à manipuler, dans la mesure il faut trouver des reines, il faut qu'elles se croisent au bon moment, il faut qu'elles se volent nuptiales, etc. C'est vraiment très compliqué. Et donc jusqu'à présent, personne n'avait réussi à faire de la génétique, soit chez les abeilles, soit chez les fourmis. Donc, quand vous avez une reine qui se croise avec un mâle, elle va produire avant tout des travailleuses, exactement le même génétique que celle-ci, simplement elles sont nourries de façon différente. Elles vont produire à la saison des reines vierges et en même temps des mâles. Et bien sûr, dans une même colonie, les mâles ne vont jamais se croiser avec les reines vierges, puisqu'on veut absolument qu'il y ait cette diversification, enfin, dans la mesure où tous ces animaux sont reliés en ayant la même mère, donc on veut absolument qu'il y ait une diversification. Donc ces femelles vierges vont se croiser avec des mâles d'autres espèces, et ces mâles vont se croiser avec des femelles d'autres espèces, d'accord ? D'autres colonies, pardon. Donc, on a ce système-là. Il se trouve que dans la plupart des espèces, si la reine meurt, la colonie est fichue, puisqu'en fait, il n'y a plus personne qui peut prendre des œufs, donc la colonie va disparaître. Elle va survivre pendant quelques temps, tant que ces travailleurs sont toujours là, mais au bout d'un certain temps, la colonie va disparaître. Sauf que dans notre espèce, Harpegnathos, ce qui se passe, c'est une espèce relativement primitive, dans le sens où, en fait, les travailleuses ont un ovaire, ont une spermathèque, et en fait, au cours de leur développement, pendant qu'elles vivent, elles sont en fait croisées avec leurs frères mâles, qui ne touchent pas les reines vierges, mais elles vont se croiser avec les travailleuses, ce qui fait qu'en fait, toutes les travailleuses ont un tout petit ovaire et ont des œufs qui sont fécondés, ce qui fait qu'elles peuvent pondre non seulement des œufs mâles, mais aussi des œufs femelles. Chez les abeilles, si on tue la reine d'une colonie d'abeilles, les travailleuses sont capables de pondre des œufs, mais ce sera uniquement des œufs mâles parce qu'elles ne sont pas fécondées. Donc les gènes vont pouvoir éventuellement se propager à d'autres colonies, mais la colonie va être perdue. Ici, ces travailleuses sont capables de pondre non seulement des œufs mâles, mais aussi des œufs femelles, mais elles sont absolument interdites de le faire. C'est-à-dire que si elles le font, elles vont être polissées, c'est-à-dire qu'elles vont être maintenues comme ça en l'air pendant 24 heures en disant bad girl, ne le faites pas de nouveau. Et elles vont revenir au travail quelques temps après. D'accord ? Donc, elles peuvent pondre des œufs, mais elles ne sont pas capables de le faire. Par contre, dans cette espèce, si la reine vient à disparaître, ce qui va se passer, c'est que certains des travailleuses vont devenir ce qu'on appelle des gamergates, c'est-à-dire des pseudo-queens, qui vont être dans la peau d'une travailleuse, mais qui vont pouvoir développer leurs ovaires et vont pouvoir être autorisées maintenant à produire des œufs et donc à maintenir la colonie en vie. Comment se fait-il ? En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque la reine meurt, la reine disparaît ou qu'on l'enlève, cela va induire une dispute ou des bagarres entre les jeunes travailleuses qui vont se battre. Mais en fait, ce n'est pas une bataille à mort, c'est en fait une bataille qui est avant tout une bataille très rituelle, où en fait les femelles vont échanger entre leurs antennes et vont s'échanger on peut voir peut-être le film là, vous avez donc ont été colorés avec des feuilles, et vous apercevez qu'elles se battent entre elles, donc elles échangent, elles ne se font pas mal du tout, elles échangent. Très rapidement, la plupart des travailleurs ont abandonné la bagarre, il va en rester que 3 ou 4 qui vont continuer à se battre pendant près de 1 mois, et en fait, elles échangent leurs hormones, et c'est plus du qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es beau. Elles vont se renforcer, et elles vont devenir donc des pseudo-reines. Et ces pseudo-reines vont être autorisées à pondre des œufs et à maintenir la colonie. Donc pour nous, c'est un avantage énorme, puisqu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est prendre n'importe quel animal, n'importe quel œuf, l'injecter avec des Cas9 ou avec des trucs, en faire des mutants, et ensuite on peut les transformer par cette méthode-là en animaux qui peuvent être reproducteurs, et donc on pourra maintenir la colonie comme n'importe quel autre animal. Donc,
Donc, ça c'est bien. Autre chose qui est intéressante pour nous, c'est qu'en fait, maintenant, si vous avez donc le système où vous avez une gamma gate qui fait permettre à la colonie de survivre, mais que vous arrangez pour remettre une vraie reine là dans cette colonie, ce qui va se passer, c'est que cette vraie reine va avoir des hormones, des phéromones de reine beaucoup plus puissantes, et à ce moment-là, les travailleuses vont se tourner contre la gamma gate et vont dire hey, c'est pas une vraie reine, tu reviens au travail, donc elle va être polissée, elle va redevenir une travailleuse, d'accord? Et en fait, sur la position, vous voyez ici, donc c'est une ancienne reine qui est en train d'être remise au pas, en étant donc polissée, elle va être maintenue comme ça. Intéressant, en fait, c'est qu'en fait, elle la tient pendant 24 heures comme ça, et en faisant ça, en fait, elle est contaminée, cette travailleuse-là est contaminée par ces phéromones ici. Et en fait, un peu plus tard, elle va être reconnue comme étant contaminée par des phéromones, elle va être elle-même polissée par d'autres travailleuses, parce qu'elle a été exposée à des phéromones. D'accord. Trop bien son travail. Okay. Donc, on va essayer de voir maintenant, est-ce qu'on peut manipuler le système olfactif de ces animaux? Et bien sûr, la manière de manipuler le système olfactif des animaux, c'est en fait d'empêcher leur communication sensorielle par phéromones, et la meilleure manière de faire ça, c'est de faire une mutation dans le gène ORCO. Donc, je vous passe tous les détails. On a réussi donc à faire une mutation de gène ORCO dans un œuf normal qui s'est développé comme travailleuse, qu'on a promu au rang de gamma gate et qui a pu pondre des œufs. On peut donc permettre de faire des colonies, on peut faire des croisements, on peut faire de la génétique. On peut donc avoir des animaux en quantité qui sont mutants pour le gène ORCO et qui sont homozygotes mutants pour le gène ORCO. Donc la première question qui se pose, comment est-ce que ces animaux se comportent? Et en fait, elles se comportent de façon tout à fait comme des animaux qui sont incapables de se communiquer l'un avec l'autre, donc un comportement autiste. Et en fait, ce que vous apercevez ici, c'est un graphe qui vous donne le temps que les animaux, en rouge, les animaux hétérozygotes ou homozygotes, wild type, ils passent la plupart du temps entre eux, à communiquer entre eux, à s'occuper des œufs, à s'occuper de la nourriture, à s'occuper des poubelles, etc. Et de temps en temps, il y en a qui sortent, mais si elles sortent, c'est uniquement pour aller chasser des criquets, et donc pour ramener des criquets dans l'intérieur de la colonie, pour pouvoir se nourrir. Au contraire, les animaux qui ont perdu leur gène ORCO passent tout leur temps à l'extérieur, ils n'interagissent pas avec les autres, ils ne vont jamais chasser, ils vont simplement de temps en temps rentrer pour prendre un petit peu de nourriture, et donc vont devenir complètement autistes, incapables de se comporter de façon sociale, d'avoir leur communication sociale. Donc, une première chose, c'est qu'en fait, on a réussi à avoir un modèle ici qui nous permet de comprendre comment ces animaux sont capables de communiquer. Et ce qu'on peut essayer de même, c'est de remettre en fait certains de ces phéromones, de ces récepteurs, pour savoir quels sont les phéromones qui sont importantes, les phéromones sociales, les phéromones de crainte, les phéromones sexuels, les phéromones de reine, etc., qui leur permettent de se comporter de cette manière-là. Maintenant, vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il y avait 500 récepteurs olfactifs chez ces animaux, qui étaient beaucoup plus importants que les 60 qu'on trouve chez la drosophile. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que ces gènes sont exprimés de façon stochastique ou ils sont exprimés de façon déterministe? En fait, on a un petit peu du mal à répondre à cette question, mais on peut regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de ces mutants en comparant le cerveau d'un animal qui est normal et d'un animal qui est mutant pour le gène ORCO. Et ça, ici, c'est ce qu'on appelle le lobe anténal, qui est en fait l'endroit où tous les récepteurs olfactifs vont projeter. Chez la drosophile, vous vous rappelez peut-être, il y avait 60 récepteurs olfactifs qui vont projeter à 60 gloméruli. Chez la souris, il y avait 1400 récepteurs qui allaient projeter à 1400 gloméruli. Ici, vous avez 500 récepteurs qui vont se projeter à 500 gloméruli. Okay. Donc, vraiment très similaire à ce qui se passe chez la souris. Et dans le mutant ORCO, ce qu'on aperçoit, c'est qu'en fait, on a perdu 90% de ces gloméruli, c'est-à-dire en fait, il semble que beaucoup des récepteurs olfactifs aient disparu, et en fait, les récepteurs qui restent vont se projeter dans des gros gloméruli, donc on a 10 fois moins de gloméruli, mais ils sont plus gros, malgré tout, vous voyez que le lobe anténal est beaucoup plus petit. Donc l'idée qu'on se dit, c'est que peut-être en fait, si on n'a pas ORCO, ça veut dire que les animaux sont incapables de sentir des odeurs, donc ils ne vont plus avoir d'activité électrique, et peut-être que l'activité électrique est nécessaire pour que ces récepteurs survivent. Un autre modèle, c'est qu'en fait, ORCO, qui est une forme tétramère avec les récepteurs olfactifs, si ORCO n'est pas là, peut-être que les récepteurs olfactifs ne sont pas capables de se plier, d'acquérir leur configuration normale, et en fait, peut-être que le Golgi ou le réticule endoplasmique va être constipé, et les cellules vont peut-être mourir. Et en fait, c'est ce qui semble se passer, puisqu'en fait, vous avez ici, dans le cas d'un animal normal, vous avez ces groupes de cellules bleues qui sont en fait des noyaux, des noyaux de récepteurs olfactifs, et ça représente après une centaine de noyaux, une centaine de cellules qui vont innerver un des 5 là qui va contenir tous les récepteurs olfactifs.
Et vous apercevez que chez les mutants ORCO, il y a une mort cellulaire énorme. En fait, les groupes sont beaucoup plus petits. Il reste donc très peu de ces récepteurs olfactifs. Ils ne sont pas tous morts, mais il en reste très peu. Et c'est ceux qui vont en fait innerver les quelques glomérules que vous avez qui restent dans cette situation-là. Donc on peut se poser la question, si tout ça c'est intéressant, c'est qu'en fait l'activité apparaît être requise pour que ces neurones survivent. Okay, mais la question se pose, c'est pourquoi tous ne meurent pas? Pourquoi l'activité n'est que requise que dans certains exemples? Alors, il est possible qu'en fait, ceux qui restent, simplement ceux qui ont échappé à la mort, mais qu'il n'y a pas de raison bien particulière pour lesquelles ils seraient résistants ou pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est regarder au transcriptome de ces animaux et de les comparer au transcriptome. Donc, regarder quels sont les récepteurs olfactifs qui sont exprimés ici et quels sont ceux qui restent lorsqu'on a enlevé le récepteur ORCO. Et là, les résultats sont un petit peu surprenants. Donc, c'est le même diagramme que je vous ai proposé tout à l'heure. Vous vous rappelez, il y avait cette amplification énorme de ce qu'on appelle des 9 exons, donc contre quelque chose qui est très spécifique de la drosophile. On se serait attendu que peut-être, en fait, cette amplification de ces 9 exons est une famille de récepteurs qui a besoin d'activité pour survivre. Et donc, on aurait pu s'attendre qu'en fait, que tous ces récepteurs-là devraient mourir et peut-être que la plupart des autres vont survivre. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Parce qu'en fait, vous avez en rouge, vous avez l'expression chez une femelle de récepteurs. Et donc la plupart des récepteurs sont exprimés à différents niveaux. Et là, vous avez l'expression chez les mutants. Et vous apercevez que vous avez un récepteur ici, mais le plus proche au point de vue phylogénétique, le plus proche au point de vue polygénétique qui est exprimé chez le normal, n'est plus exprimé chez le mutant, mais celui-là est exprimé. Pareil ici, pareil ici, pareil. En fait, il semble que les récepteurs qui sont exprimés sont distribués sur l'arbre phylogénétique, qui dit qu'en fait, il est difficile de prévoir quelle va être la raison pour laquelle ces récepteurs survivent par rapport à d'autres. En fait, on peut regarder ce qui se passe chez le mâle. Les mâles ont un répertoire de récepteurs olfactifs qui est beaucoup plus restreint, puisqu'ils ont une vie qui est beaucoup moins élaborée. Et on s'aperçoit que ceux qui survivent chez la femelle aussi survivent chez le mâle. Okay, et donc, en fait, on peut se poser la question, c'est qu'est-ce qui se passe dans ces récepteurs? Pourquoi est-ce qu'ils survivent? Et donc, il y a certainement quelque chose dans leur séquence, dans celui-là, dans celui-là, dans celui-là, dans celui-là, dans celui-là, qui est spécifique, qui lui permet de survivre en dépit de l'absence du gène ORCO. Donc, on essaie de regarder ça de plus près, et pour l'instant, je dois avouer qu'on n'a pas encore été capable de comprendre pourquoi ces récepteurs survivent par rapport aux autres, qui sont très proches, arrivent à mourir. En terminant, je voudrais vous raconter un petit peu une petite histoire qui a aussi affaire à ça, qui en fait, le fait que vous avez ici, c'est le développement normal d'une reine, d'un mâle qui se croisent, on a des travailleuses, un mâle et une vierge. Et en fait, comme je vous le disais, les mâles, par exemple, vivent très peu de temps, ils ne vivent qu'une semaine, ils se croisent, une fois qu'ils sont partis pour le vol, on n'a plus besoin, ils meurent après. Et les travailleuses, en fait, vivent 7 mois. En général, elles n'arrivent jamais à passer 7 mois parce qu'elles se font manger par un oiseau. Et intéressant, c'est que les reines vivent beaucoup plus longtemps, ce qui paraît être logique, puisqu'en fait, une reine, c'est la seule à pouvoir pondre des œufs, et que même si dans ce cas-là, les reines sont capables d'être remplacées par des travailleuses, dans la plupart des colonies, la reine doit vivre longtemps afin de pouvoir pondre de nombreux œufs et de pouvoir maintenir la colonie en vie. En fait, il y a des espèces de fourmis qui peuvent vivre jusqu'à 30 ans et où la reine peut produire 1 million d'œufs d'une seule fécondation. Un seul événement de fécondation, elle est capable de garder son sperme pendant 30 ans et de pondre 1 million d'œufs. Donc c'est quelque chose qui est énorme. Qui est en fait un peu contre-intuitif, puisqu'en fait, tout ce qu'on sait d'après d'autres animaux modèles, par exemple chez C. elegans ou chez la drosophile ou même chez la souris, c'est qu'en fait, souvent, la capacité d'une femelle à se reproduire est anticorrélée avec sa capacité à vivre longtemps. Donc en fait, chez C. elegans et même chez la souris, plus un animal a produit de progéniture, moins elle va vivre longtemps, en grande partie dû au fait que pour produire une progéniture, il faut se nourrir beaucoup. Pour se nourrir beaucoup, il faut avoir beaucoup d'insuline, et l'insuline est tout à fait contraire à la longévité. Et en fait, les gens qui travaillent sur la longévité, certains ne prennent qu'un ou 2 repas par semaine afin de diminuer le taux d'insuline et espérer de vivre un petit peu plus longtemps. Donc l'insuline en général, les taux d'insuline élevés sont contraires à une longévité accroître. Or ici, ces reines vont vivre 5 ans ou 30 ans dans notre exemple, et vont produire des tonnes et des tonnes d'œufs, elles vont avoir donc des taux d'insuline très élevés certainement, et donc que se passe-t-il afin qu'elles puissent vivre si longtemps? Dans notre cas, ce qu'on a, c'est que vous vous rappelez qu'on peut transformer en fait ces travailleuses en gamergate, en pseudo-graines, si on enlève la reine. Donc si on enlève la reine, les travailleuses sont transformées en gamergate, et cet animal qui était né pour vivre 7 mois, qui a vécu 2 mois de sa vie
comme travailleuse une espérance de vie de 7 mois, va transformer en une gamergate, et tout d'un coup, sa longévité va augmenter à 4 ans. Donc ça veut dire que le même animal qui était né dans sa peau pour vivre 7 mois va un animal qui va venir 4 ans. Et maintenant, si vous le remettez une reine et que vous la faites revenir à son état normal de travailleuse, elle va se mettre à revenir à son état normal de vie à 7 mois, et donc elle va mourir très rapidement après. Donc ça veut dire qu'on peut manipuler la longévité d'un animal vers le haut ou vers le bas, simplement en manipulant son exposition à des phéromones, aux phéromones de reine. Si elle est devenue une pseudo-reine, elle va se mettre à vivre beaucoup plus longtemps. Si elle est déposée et va redevenir une travailleuse, elle va vivre très peu longtemps. Donc c'est un système assez exceptionnel, dans la mesure où on peut multiplier la longévité par un facteur 10. Le problème, c'est que malgré tout, travailler avec des animaux qui vivent 4 ans, c'est pas très facile, puisqu'en fait, ça prend du temps, et au point de vue scientifique, c'est pas très facile de pouvoir analyser ce genre de choses. Mais par contre, on peut faire des hypothèses de ce qui permet à ces animaux de vivre plus longtemps ou de vivre moins longtemps. Et comme je vous le disais, l'un des facteurs importants qui permet aux animaux de vivre moins longtemps ou plus longtemps, c'est l'insuline. L'insuline est requise au niveau des adipocytes chez la souris, au niveau du corps gras chez les insectes, pour limiter la longévité. S'il y a très peu d'insuline dans ces tissus-là, les animaux vivent plus longtemps. S'il y a beaucoup d'insuline, les animaux vont vivre moins longtemps. Et ça, c'est vrai chez Coeleganthes, c'est vrai chez la souris, chez la drosophile. La drosophile a une grande quantité, elle a à peu près 7 insulines. Coeleganthes en a 37. Chez l'homme, nous n'avons qu'en fait que 1 ou 2, l'insuline et l'IGF. La fourmi, en fait, a 2 insulines qui correspondent de façon assez proche à l'insuline et l'IGF, qui sont des molécules très réceptives. Et surtout, de façon à contraster avec ce qui se passe chez les animaux, elle a 2 récepteurs, un pour chacune de ces espèces, et on ne connaît pas très bien exactement la fonction de ces 2 récepteurs. Donc aussi, qu'est-ce qui se passe lorsque les animaux vieillissent? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'insuline? Et en particulier, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on transforme un travailleur qui est destiné à vivre 7 mois en une gamergate qui va devenir 4 ans? En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le taux d'insuline, soit dans le cerveau, soit au niveau des ovaires, augmente de façon extrêmement importante entre les travailleuses et les gamergates. Again, à nouveau, ça permet c'est tout à fait logique, puisqu'en fait, ces animaux vont être des animaux qui vont avoir besoin de beaucoup d'insuline, de pouvoir se nourrir beaucoup, afin de produire beaucoup de... Donc, en fait, on peut augmenter l'insuline de ce côté-là, et en fait, quand elles se réversent à devenir des reversed gamergates, elles vont diminuer de nouveau leur insuline, puisqu'elles n'ont plus besoin d'insuline pour se nourrir. Donc, tout à fait attendu, mais ça devrait être lié à en fait un raccourcissement de la longévité. Donc, en fait, ce qu'on pense qui se passe, c'est que, alors que ces animaux ont augmenté leur insuline globale au niveau de leur corps, elles vont aussi produire des anti-insulines, c'est-à-dire des produits chimiques, des protéines, qui sont capables d'antagoniser le rôle de l'insuline, et ces produits, qu'on appelle EMPL2 et ALS2, vont être produits uniquement au niveau du corps gras, et empêcher en fait l'action de l'insuline au niveau du corps gras, afin de permettre à l'insuline globale d'être élevée, mais au niveau du corps gras d'être abaissée. Donc, c'est un petit peu délicat de tester ces modèles de point de vue fonctionnel dans la mesure où il faut faire des mutations dans ces gènes qui sont sûrement très létaux, mais on essaie de manipuler ça de différentes manières, de montrer que ce modèle est en fait correct. Donc, en fait, ce qu'on a en main, c'est un système qui permet de comprendre comment, en fait, lorsqu'on passe d'un travailleuse à une gamergate, on augmente le taux d'insuline de telle sorte que les ovaires qui étaient toutes petites deviennent des grandes ovaires, qu'elles se mettent à pondre des œufs. Mais en même temps, on produit ces anti-insulines qui empêchent l'activité d'insuline, qui augmentent la durée de vie et permettent à d'autres animaux de vivre beaucoup plus longtemps. Donc, ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est en fait vous donner un nombre d'exemples où on peut voir comment on peut analyser le comportement des animaux et l'évolution de ces systèmes sensoriels, soit olfactifs, soit visuels, afin de permettre l'adaptation de ces systèmes au mode de vie de ces animaux, et comment il y a une grande plasticité où on garde toujours le même phénomène, les mêmes systèmes fondamentaux, l'expression des rhodopsines, l'expression des récepteurs olfactifs, on garde tous ces systèmes, mais on les adapte en amplifiant les gènes, en amplifiant les cellules, et de permettre de voir comment elles peuvent éventuellement s'adapter à la vision, à la mode de vie de ces animaux. Ça, c'est un petit peu de la vraie biologie, de la biologie au sens naturel, d'accord, la biologie de la science naturelle. Et en fait, par les temps qui courent, le système politique n'est pas très favorable à l'utilisation d'autres animaux. En fait, on se concentre avant tout sur la souris, chez l'homme, éventuellement sur des systèmes modèles comme Coeleganthes, la levure, mais pas sur des animaux comme ça.
Et donc en fait, il n'y a plus personne qui connaît ces animaux, il y a très peu de personnes qui travaillent sur ces animaux. Et en fait, on dépend énormément de bénévoles qui en fait nous donnent des informations, qui observent les animaux, qui nous donnent l'information, qui nous aident à trouver ça. Et en particulier, je voudrais donc donner ces deux personnes, Keith Short, qui est en fait cet ami qui m'a découvert un petit peu sur l'Internet et qui nous a donné cette image de ces mouches qui ont ces bandes, et toutes les semaines, il m'envoie un film ou des photos d'images qu'il a prises dans son jardin, où il va à Hawaï, il va en Floride, pour prendre des photos, et chaque fois, il analyse ces animaux, et il me donne ces images, et il me donne des informations sur le comportement. Et il essaie de nous aider autant que possible. Youssef est en fait un grand photographe que j'ai rencontré sur l'Internet aussi. Il est en fait à Abu Dhabi, et il se trouve que je vais assez souvent à Abu Dhabi parce que notre université NYU a une branche à Abu Dhabi, donc j'ai été amené à le rencontrer, et c'est quelqu'un qui en fait est un ingénieur informatique qui travaille pour une compagnie pétrolière, mais dès qu'il a un moment, il part avec sa voiture, il va faire des photos d'animaux dans la campagne, même à Abu Dhabi dans le désert, il trouve de très belles images. En fait, la plupart des images que je vous ai montrées viennent de cette personne-là. Okay, donc c'est des gens qui sont très importants pour nous, qui sont complètement convaincus qu'en fait les animaux sont beaux, que les insectes sont beaux, et qui veulent démontrer au monde qu'en fait ces animaux sont très beaux. En fait, Youssef a gagné cette année le prix mondial de la meilleure microphotographie de Nikon. Et en fait, c'est une photographie ce qu'on appelle un weevil. Je ne sais pas comment on dit ça en français, un weevil. C'est un coléoptère qui tue tous les palmiers dattiers dans le monde, et les palmiers en France aussi. Et donc, c'est une photo d'un de ces animaux qui est en fait assez magnifique. Donc, on bénéficie beaucoup de ces gens-là, et c'est très bien. On veut travailler un petit peu sur d'autres animaux. Et on essaie donc malgré tout d'utiliser des techniques modernes pour analyser ces animaux dans des contextes biologiques intéressants. Donc, merci.